qui est plutôt dans le domaine du transmédia. Tu prends le pupitre? Ouais, lance la vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Bonjour. Tu peux donner ton titre. Ok. Let's begin and clap. Ready? Let's begin. Clap. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Mathias Abramovic. Je suis producteur au sein de la société FACT, qui est une société qui a été créée en 2012, donc avec mes deux autres associés, dont Étienne Nives-Lacroix qui est là, et qui est une société qui se définit comme une société de production multi-écran et de design d'expérience. Alors, la petite vidéo d'introduction a pu vous paraître un peu très étoffée, on va dire. Mais justement, l'idée de cette présentation, c'est de recentrer un peu sur notre métier aujourd'hui et la manière dont il a évolué depuis pratiquement 3 ans maintenant. Et justement, de vous présenter un peu les raisons qui nous ont poussé à orienter notre activité aujourd'hui sur le design d'expérience et le multi-écran. Donc, on a créé notre société d'abord par rapport à, disons, une vision qu'on avait tous les trois, qui était aujourd'hui, notre comportement, nos usages ont changé avec l'introduction du numérique. Et justement, les formats qu'on nous propose ne nous conviennent plus. Les produits, les services des entreprises, les environnements ne répondent pas régulièrement à nos attentes. Et justement, en analysant, en essayant de comprendre un peu l'environnement des utilisateurs aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'effectivement, le public était devenu un utilisateur et qu'il y avait clairement un changement dans la façon dont il allait consommer et vivre des expériences et aller même réaliser ses tâches et ses objectifs dans sa vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé au design d'expérience et qui globalement se définit pour nous comme étant une approche surtout orientée vers l'utilisateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus orienter un message ou un produit ou un service vers un public, mais c'est d'essayer de comprendre les motivations et les contextes d'utilisation de la vie de tous les jours d'un utilisateur pour arriver à lui fournir un service, un produit, un environnement, un format, un média qui correspondent justement à ces séquences de vie et d'expérience. Donc il existe plusieurs types de contextes d'usage aujourd'hui et l'approche qu'on essaye d'avoir, c'est justement de les identifier pour ensuite construire des formats, des productions, des produits pour des entreprises et de les accompagner justement sur ces contextes qui vont être les plus appropriés pour des types d'utilisation dans la vie quotidienne. Donc on a globalement pu identifier 3 grands schémas qui vont être des usages, on va dire, des expériences continues, c'est-à-dire qu'un utilisateur, vous, moi, avons besoin parfois juste d'avoir le même contenu sur à n'importe quel moment et sur n'importe quel device, sur n'importe quel format, support. Donc ça va être plutôt du cross-média aujourd'hui. Donc je peux vous donner un exemple comme Spotify, par exemple. Vous avez besoin de son à votre bureau, il faut vous connecter sur votre ordinateur, mais quand vous êtes dans la rue, vous avez besoin de l'avoir sur votre mobile. Donc ça reste le même contenu, mais c'est sur différents formats. Vous avez de l'expérience également qui va être continue, c'est-à-dire que là, ça va être un parcours, vous allez avoir un parcours d'utilisation qui va être séquencé dans différents lieux et dans différents contextes.
Un exemple simple, quand vous achetez un billet pour aller à Morlaix, par exemple, un billet de train pour aller à Morlaix, vous allez le commander sur Voyage SNCF sur Internet dans votre bureau ou sur votre ordinateur. Mais une fois arrivé dans le train, vous allez utiliser votre mobile pour vous faire flasher par le contrôleur. Et enfin, de l'expérience complémentaire, qui est aujourd'hui un peu plus complexe, mais qui va représenter surtout des usages collaboratifs où vous allez vouloir associer plusieurs formats, plusieurs écrans en même temps pour avoir une expérience communautaire et collaborative. En exemple, vous pouvez avoir toutes les applications second screen sur la télévision, soit le sport, soit la télé-réalité, mais également ça peut être les jeux vidéo. Vous pouvez jouer aussi bien avec votre tablette, votre copain peut avoir une manette et jouer en même temps sur la télévision. Donc ça, c'est déjà une première partie de notre travail, c'est-à-dire c'est d'essayer de comprendre. Remonte. Ouais, process. OK. Et donc, comment on fait à partir du moment où on comprend? Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer une méthodologie qui est itérative, c'est-à-dire qu'on réajuste continuellement, et qui est en fait une agrégation de plusieurs méthodologies qui existent déjà, mais qui pour nous est aujourd'hui un résultat qui est cohérent dans les productions qu'on fait. Donc cette méthodologie, elle commence par une phase de cadrage qui est en production audiovisuelle, la définition d'une intention. En business, ça va être la définition d'un objectif qui est essentiel à la production de n'importe quel type de contenu et de format. Ensuite, la compréhension. Avant de partir sur la définition d'un format ou la définition ou la production d'un format, on va d'abord devoir faire des recherches auprès des utilisateurs, comprendre son environnement de marché et également explorer des innovations technologiques. Une fois qu'on a récolté ces informations, on passe dans la phase de modélisation. Là, c'est la génération d'idées, générer des hypothèses et arriver très rapidement sur un prototype pour le tester aux utilisateurs finaux et s'assurer justement que nos hypothèses sont vérifiées ou, si elles sont invérifiées, les modifier. Ensuite, la phase de production, donc là, je ne vais pas développer, ça concerne tout type de supports qui vont être liés aux hypothèses qu'on a fait en modélisation. Et l'optimisation, qui aujourd'hui commence beaucoup à émerger dans les médias, puisqu'on parle de programmatique ou de mix modeling marketing. Globalement, notre travail d'optimisation, il va d'abord s'intéresser à l'optimisation du produit, c'est-à-dire avec la data, réajuster la manière dont on va créer l'ergonomie d'une plateforme parce que l'utilisateur est parti, parce que l'utilisateur n'a pas cliqué, mais également l'optimisation du retour sur investissement, puisqu'on va pouvoir ajuster les endroits où on fait de la publicité, les endroits où on n'en fait pas. Aujourd'hui, notre marché segmente en 4 types de clients, on va dire. D'abord, la production audiovisuelle, qui concerne en fait des chaînes et des producteurs audiovisuels qui souhaitent être accompagnés dans la transformation justement des usages numériques. Donc, on va les aider à accélérer le développement de projets transmédia, nouveaux médias. On fait des formations également. Les marques, bon là, les marques, c'est globalement ce qu'on a appelé à un moment donné du brand content, mais c'est pareil, analyser les cibles et optimiser leur communication. Les utilisateurs, puisqu'on fait de la création originale, donc là, c'est créer des projets justement qui correspondent à leurs usages et en même temps qui peuvent être de la fiction, qui peuvent être même de l'application mobile. Et enfin, des institutions publiques avec lesquelles maintenant on est en train de beaucoup travailler, que ce soit des collectivités territoriales sur la réappropriation du territoire avec le numérique pour les citoyens ou des musées pour justement renouveler l'expérience dans les musées. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc on existe depuis 2012 et on est 3 associés. Je vous remercie. On va continuer avec celui qui était le premier de la liste, avec David Prudhomme du campus Fonderie de l'Image.
Laetitia, si tu veux venir présenter pendant que le campus de l'image se chauffe, là. Ah, c'est pas Laetitia, c'est Sika. Alors, tous ceux qui ont l'intention de faire un prêt d'honneur image, enregistrez bien cette image. C'est à elle que vous aurez affaire. Hein. Voilà. Bonjour. Donc, je fais partie de... Vous m'entendez bien ? Je fais partie de l'équipe d'initiative Pleine Commune. Donc, Initiative Pleine Commune, c'est une association qui fait partie du réseau Initiative France. C'est le premier réseau d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises et des dirigeants d'entreprises. Donc, comme Lydie vous expliquait, on fait essentiellement du financement. Le financement est un outil d'accompagnement. On fait de l'accompagnement d'une manière générale. Et un de nos outils d'accompagnement, c'est cette aide financière qui est le prêt d'honneur, le prêt à taux zéro, qui est un prêt personnel qui est octroyé aux porteurs de projets ou dirigeants d'entreprises en recherche de financement. L'idée de ce prêt qu'on a fait en partenariat avec le pôle Média Grand Paris, qui cible donc les entreprises de votre secteur d'activité, l'idée de ce prêt est de compléter vos apports et vous aider à financer généralement tout ce que la banque ne veut pas ou ne peut pas financer. Donc on va se positionner sur des besoins immatériels, sur du fonds de roulement, sur des besoins liés à l'embauche d'un salarié, à de la communication sur un nouveau produit, voilà, tout ce qui est incorporel et qui pose problème des fois en termes de financement classique et auprès des banques de réseau. Donc voilà, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie, qui généralement se fait sur une durée qui va de 2 à 4 ans. Alors le process est assez simple, on reçoit le dirigeant d'entreprise, on étudie avec lui son projet, la viabilité du projet, et on le fait en partenariat avec le pôle Média Grand Paris, qui nous apporte son expertise sur ce secteur d'activité, puisque nous, initialement, ça fait 20 ans qu'on existe, on fait du prêt d'honneur sur tout secteur d'activité confondu. Maintenant, c'est vrai que la filière image est quand même une filière stratégique du territoire de Pleine Commune. Donc, on a souhaité s'associer avec le pôle média pour avoir une vraie expertise sur votre secteur d'activité qui est quand même assez atypique. Donc du coup, on étudie les dossiers avec l'aide du pôle Média Grand Paris et les dossiers sont présentés devant une commission qui va décider si oui ou non on attribue ces aides financières. Voilà, et on fait, ça ne s'arrête pas au financement puisqu'après, l'idée c'est aussi de vous accompagner par la suite. Donc il y a un suivi post-création pour les personnes qui sont en création d'entreprise ou en tout cas un suivi d'activité après l'attribution de ces financements, une mise en réseau, une mise en relation avec des partenaires adéquats, voilà. Donc c'est un dispositif, disons, qui se fait sur une durée, sur une longue durée, de manière à ce que les entreprises soient pérennes. On a aussi tout un réseau de parrains et marraines qui sont des bénévoles, donc soit des anciens chefs d'entreprise ou des anciens cadres d'entreprise qui ont des compétences dans votre secteur d'activité, qui aujourd'hui ont du temps et souhaitent partager leur expérience. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur ce réseau de parrains pour faire ce suivi après l'attribution des financements. Voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié l'essentiel. Ça va de 4 000 à 25 000 euros. Alors 4 000 à 25 000 euros, c'est vraiment la fourchette de base. Après, on peut aller sur des interventions plus élevées quand on est, par exemple, dans des cas de reprise d'entreprise, quand on a un porteur de projet qui reprend une entreprise avec notamment de la sauvegarde de salariés, etc. Donc là, on peut doubler notre intervention et aller jusqu'à 50 000 euros de prêt à taux zéro. Ce que je tiens à dire, c'est que ces prêts à taux zéro sont vraiment considérés comme du quasi-fonds propre. Hein. C'est pas, voilà, donc ça vient vraiment en complément de vos apports et ça peut permettre de boucler un plan de financement devant des interlocuteurs banquiers.
voilà, qui vous demandent généralement d'avoir 30, voire plus, il n'y a pas de banquier dans la salle, voire plus en termes d'apport. Donc pour les reprises, 50 000 €. Aujourd'hui, on a, grâce à des fonds de revitalisation, la possibilité d'intervenir encore de manière plus importante. On peut aller jusqu'à 75 000 € en mobilisant un fonds de prêt au niveau de la région Île-de-France. Voilà. Voilà. Je voudrais juste préciser qu'on n'a pas besoin d'être entrepreneur sur Plaine Commune pour bénéficier de ce fonds. Par contre, il faut absolument être adhérent du pôle média Grand Paris. C'est une condition indispensable. On se réunit 4 fois par an. On statue à peu près sur 8 dossiers par an au fil de l'eau. Voilà. Donc si vous avez des projets, présentez-vous à SICA cet après-midi. Et au niveau du pôle, c'est Mathieu qui suit les dossiers. À toi, David. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis David Prudhomme, je suis le coordinateur des formations supérieures au campus Fonderie de l'Image. L'école campus existe depuis 25 ans, je crois, depuis l'an dernier, ça doit faire 26 maintenant. C'est une école qui s'est inscrite dès le départ dans l'image, dans le design. Je ne vais pas vous raconter son histoire, mais aujourd'hui, on arrive à un tournant, c'est-à-dire qu'on a une taille suffisamment importante pour raisonner comme un campus, avec des projets un peu au-delà même de l'école elle-même. Ce qu'il y a de particulier au campus, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'abord nous sommes à Bagnolet, juste aux portes de Paris, donc on est quand même sur le territoire du 93 et on y tient. On y tient à plusieurs titres, mais je ne vais pas développer ici, mais c'est vrai que la population qui fréquente le site n'est pas forcément la population la plus favorisée, donc on est très ouvert et ça fait partie des gènes du campus que d'être ouvert à tous les profils et aussi d'essayer de se montrer ouvert à toutes les méthodes d'enseignement, d'apprentissage et d'essayer d'être innovant sur ce domaine-là. J'y reviendrai rapidement. Il y a aujourd'hui 800 à 900 apprenants qui sont pour l'essentiel, près de 80-90% d'entre eux, en alternance, donc ils ont un pied dans l'entreprise dès le début, c'est-à-dire du bac pro jusqu'à la fin, le master. On a 2 masters, un master en design graphique et un master en multimédia. Les 2 masters incarnent nos 2 filières, la filière du design graphique et la filière de l'intégration multimédia. En ce sens, on est un peu comme le symbolisé, ça marche pas. Voilà, c'est hyper prétentieux de montrer ce slide, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé mieux en fait de ce côté-là. C'est le slide que montrait Steve Jobs à chaque occasion, voilà, pour dire que on était à un carrefour entre les arts graphiques, les arts plastiques et la technologie. Et bon, bon an, mal an, depuis la naissance de l'école et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore plus vrai, on va dire. Ça ne fait que se renforcer, le besoin de mêler, d'hybrider le design et le code, de maîtriser les outils et d'avoir une vision sur ce qu'on en fait de ces outils-là, de projeter, et voilà. Donc ça, c'est vraiment assez profondément inscrit dans toutes les filières de l'école et peu ou prou, chacun se pose ce genre de questions. Alors quand on est en design graphique, en master à l'école, oui, c'est bien, c'est parfait, on va rester là. Comme ça, quand on est en master à l'école, on se pose des questions de code. Quand on est en multimédia, on se pose des questions de design et inversement. C'est-à-dire qu'on est, et alors je détaille un petit peu, on se pose des questions de code, de processing, comme quand on est en design, comment on va faire pour animer une carte graphique. Alors, on est au sein du Grand Paris ici, on travaille par exemple sur un workshop, on va parler des hotspots créatifs du Grand Paris. Donc on les recense, on travaille avec des gens qui sont spécialisés là-dedans et on essaie de construire une cartographie interactive avec des designers qui vont réfléchir à ce que c'est que de montrer la créativité au sein d'un ensemble aussi complexe et divers que le Grand Paris. C'est un vrai sujet. Et à l'inverse, quand on est en master multimédia, on se pose la question du design d'expérience, de comment on construit une ergonomie, comment on pense un usage, comment on va vers les cibles, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui imprègnent toutes les formations. Alors, je vous laisserai
ferai découvrir, pour ceux qui sont intéressés, l'ensemble de nos formations qui sont présentées sur notre très beau site. Et nous avons recensé 4 filières sur le site que vous retrouverez, qui sont la filière des médias imprimés, des médias numériques, des médias animés et de la communication et gestion de projet, que moi j'ai résumé en 2 filières pour faire simple, design graphique, multimédia. Vas-y, tac, on va passer sur les 4 slides et on va s'arrêter là une seconde. Le design, c'est un mot qui est un mot valise aujourd'hui. Ça marche, c'est bon. Hein, c'est toi, c'est bon, vas-y. Hein. Ouais, bon, voilà, donc c'est un mot valise. On en fait de tout, du design thinking, du design d'expérience, de l'éco-design principalement. Et puis on se pose la question, et c'est là-dessus que je voulais finir, parce que quel design, vas-y, voilà, c'est bon, hop, on s'arrête là. Quel design pour demain? On a notamment deux formations en particulier sur lesquelles je voulais insister devant cette audience. C'est à notre licence scénariste nouveaux médias, sur laquelle qui s'emploie à former des gens pour faire des nouveaux médias, donc du transmédia, excusez-moi, de la médiation culturelle vers les lieux où il se passe des choses, les musées, les spectacles vivants, etc. Quels sont les outils qu'on va trimballer dans les musées, quelles sont les applications qu'on met sur ces téléphones, sur ces smartphones aujourd'hui pour accompagner, précéder ou terminer une visite d'un musée ou accompagner un concert ou que sais-je. Donc ça, c'est la question de la médiation culturelle. La question très importante aussi de l'e-learning dans sa globalité, donc de l'apprentissage qui a pris aujourd'hui une forme globale qui touche tous les médias, tous les supports, toutes les formations, toutes les disciplines. Et le dernier point qu'on traite dans cette licence Nouveaux Médias, que nous faisons avec Paris 13, j'insiste là-dessus aussi, c'est donc la presse, les médias en général, et la télévision, la radio, etc., et toutes les nouvelles formes qu'ils doivent prendre pour continuer à rester en contact avec le public qui est de plus en plus versatile, on le sait. Et la deuxième formation, et c'est là-dessus que je vais finir, ne bouge pas, c'est notre master management multimédia qui a été reconnu diplôme RNCP auprès donc, de la commission qui travaille au sein du ministère du Travail. Donc ce sont des diplômes qui forment les gens et qui les forment bien à rentrer sur le marché du travail, c'est-à-dire ça génère des CDD, des CDI derrière. Et aujourd'hui, on essaie de positionner ce diplôme sur de l'incubation de projets de start-up. Donc on a besoin en fait d'entreprises autour de l'image qui viennent nous accompagner dans ce projet, c'est-à-dire aider les élèves à construire un réseau, à aller voir d'autres projets, à se renseigner, à partager, etc. Voilà. Et c'est donc, je vais finir là-dessus. Donc, on va essayer d'événementialiser tout ça, d'inviter des gens, comme on le fait déjà depuis quelques années. Autour de nos conférences, on a des conférences professionnelles que vous retrouverez sur le site toutes les semaines quasiment pendant 3-4 mois. Et puis on a 2 événements phares que je ne peux pas ne pas citer, qui sont les puces de l'illustration, qui ont eu lieu il y a 15 jours pour cette année 2014, qui auront lieu de nouveau en novembre 2015 et qui ont réuni 1800 visiteurs. Pour nous, c'est énorme, je ne vous dis pas, parce que l'an dernier on était à 900, on trouvait que c'était déjà beaucoup, là on a doublé et c'est énorme. Et les puces de la typographie ou puces typo qui auront lieu au mois de mai prochain. Voilà. Et c'est dans cette veine-là qu'on voudrait créer d'autres types de puces. Donc là, ce seront des puces start-up ou un genre de puces start-up, c'est-à-dire où les jeunes viennent montrer leur projet à une audience riche, diverse et fertile. Merci à vous. Je vous invite à aller voir le campus et surtout à manger sur place parce qu'on y mange merveilleusement bien. Ah oui, c'est vrai. Hein. Et les gamins sont formidables. 42 consulting. Bonjour. Bon, c'est la première fois que je prends la parole en public, donc je m'excuse d'abord. Donc 42 Consulting, nous sommes un cabinet de conseil et d'ingénierie en fait en informatique, avec la spécificité d'avoir un pôle média qui couvre vraiment tout le spectre des compétences, aussi bien broadcast que OTT que web. Donc on est vraiment capable d'apporter de l'expertise, de la captation jusqu'à la diffusion, voire au-delà, puisqu'on va s'occuper aussi de web marketing. On travaille actuellement beaucoup avec des grands comptes, puisqu'on travaille beaucoup avec France Télévisions, on travaille avec notamment Radio France, avec M6, etc.
On travaille également dans la presse, puisqu'on travaille avec Lagardère, Mondadori, Prisma Media, et on travaille également avec des non-sachants, entre guillemets, donc des gens du BTP, pour justement les accompagner dans leurs projets, donc tels qu'ils soient sur la partie vidéo. Soit on les aide vraiment à apporter une expertise, ou bien on intervient également en gestion de projet pour eux, les aider vraiment et les accompagner à mettre en place tout un workflow vidéo pour aller pour la réalisation de leur projet. Voilà. Merci. C'est go. Alors le pôle accompagne Bruno, qui a créé avec sa société Mobile Event les Cross Video Days il y a en 2010. Hein, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Pas loin. Bon, je te laisse expliquer notre partenariat et puis surtout ce bel événement que tu te proposes de replonger cette année au mois de juin et les partenariats que tu as fait depuis. Ouais, comme toujours. Bonjour à tous, très heureux d'être là et d'être là pour l'événement du pôle qui est notre partenaire principal et co-organisateur de l'événement. Donc ça fait très plaisir d'être ici pour en parler avec vous. On prépare la 6e édition des Cross Video Days. Ça aura lieu les 11 et 12 juin cette année. On change un peu les dates, le MIFA, tout ça se déplace. Mais on se situe juste après Sheffield et juste avant le MIFA pour organiser ça. On est devenu depuis 2 ans le premier marché européen de financement transmédia, cross-média, appelez-le comme vous voulez, en tout cas de projets digital autour de ça. Ça marche, c'est super. Ça, c'est une petite photographie des quelques boîtes qui étaient là cette année et qui ont participé. Donc, vous voyez qu'on est extrêmement transversal dans l'approche, extrêmement diverses dans le type de sociétés qui sont là et qui sont prêtes à acheter, coproduire, financer, en tout cas des vraies opportunités pour des producteurs, pour des gens qui ont des startups dans le domaine de l'audiovisuel, pour des gens qui font du conseil dans l'audiovisuel, pour tout un tas d'acteurs, enfin en tout cas tous ceux qui participent et qui appartiennent au pôle et qui trouvent leur place et leur moyen de s'exprimer au sein de l'événement. On a une progression depuis 5 ans, alors moins rapide que les rendez-vous de la Fonderie de l'Image, mais on progresse quand même. On fait pas 100%, mais on fait plus 20%. On était 1100 l'année dernière, on va être j'espère encore plus l'année prochaine. Pour vous donner une idée de la répartition un peu des publics, on est vraiment un événement de contenu où on parle de technologie, où il y a des gens de technologie, mais on est avant tout un événement de contenu, puisque plus de 50% de la population étaient producteurs, auteurs, réalisateurs, des gens qui faisaient du contenu. On est de plus en plus internationaux. Cette année, il y avait 28 pays qui étaient représentés sur l'événement. 28 pays qui étaient avant tout européens. Les États-Unis étaient déjà représentés. L'année prochaine, on attend des gens du Canada, d'Argentine, du Brésil, d'Australie et puis d'autres pays qui vont venir nous rejoindre et nous présenter des projets stimulants. Petite parenthèse sur l'appel à projet qui va démarrer bientôt. Je vais vous donner les dates dans quelques secondes. C'est vraiment le cœur de l'événement, le côté content market, marché du contenu. On a reçu l'année dernière 350 projets de 40 pays. Donc c'est ce qui fait nous le plus gros appel à projet européen voire international dans ce domaine du transmédia et du cross-média. On sélectionne une 60aine de projets. On organise ensuite des rendez-vous très formels d'une demi-heure entre des acheteurs et des vendeurs, des producteurs et des commissionneurs. On organise plus de 500 rendez-vous en 2 jours. On a des sessions de pitch. On avait un prix l'année dernière. On aura d'autres cette année qui vont être un peu différents. Et puis, on a des associations avec des événements. Le marché du film de Cannes s'est reconduit. Donc, il y a 4 à 5 projets de cinéma et transmédia. Donc, des projets qui ont pour objectif d'avoir une diffusion en salle et une dimension contenu transmédia autour, qui vont à la fois pitcher pendant le marché du film, dans une salle à l'intérieur du Palais, et à la fois pitcher à Paris. Idem, on va faire des choses avec le MIFA cette année, où il y a un projet qui va pitcher au MIFA et chez nous, et réciproquement, donc 2 projets au final, qui vont pitcher au MIFA et chez nous. Des projets d'animation et transmédia. Des décideurs, vous les voyez, ils sont assez divers et assez transversaux, à la fois des chaînes traditionnelles. Ces chaînes traditionnelles, on essaye toujours, bien évidemment, d'avoir leur département, nouvelles écritures, web, transmédia, voilà, chacun son nom. Mais en tout cas, des gens qui vont travailler sur une nouvelle forme de storytelling et une nouvelle forme de distribution. Et on les a à peu près tous les pays européens.
On avait Tribeca Film Institute de New York l'année dernière. On avait POV qui venait aussi des États-Unis, qui est la filiale documentaire interactif de PBS, la chaîne publique. Et voilà, on essaye d'étendre. Cette année, on va essayer d'étendre encore plus, à la fois dans le nombre de pays et à la fois aussi dans la diversité, puisqu'on va rajouter des catégories spécifiques autour de l'animation, autour du jeu vidéo, et trouver encore une fois des interactions entre jeux vidéo et audiovisuel, et comment tout ça est en train de grandir et d'évoluer très rapidement. Les dates pour l'appel à projet, on va le lancer le 19 janvier, et il va s'arrêter, c'est ça la plus importante, le 15 mars. Donc on compte sur vous pour continuer de nous envoyer des projets passionnants, donc des projets en développement, des projets qui recherchent du financement et des projets qui ont déjà des choses à nous montrer en termes de dossiers, si possible en termes de vidéos, pour nous permettre d'évaluer avec le comité de sélection et de pouvoir sélectionner les meilleurs. Par avance, comme je suis une audience qui est plutôt française, je m'excuse parce que on est financé par le programme Média et ça nous oblige à être beaucoup plus sévère vis-à-vis de nos compatriotes, ce qui est assez incohérent, mais à la fois la cohérence du programme Média. Il nous oblige à inviter plus des gens qui viennent d'en dehors de la France que des gens qui viennent de France. Donc on en est toujours un peu déçus. On essaye de trouver des biais et des chemins de traverse. On va vous en présenter quelques-unes qui seront sur le site, où on aura la possibilité pour certaines boîtes d'organiser des rendez-vous dans une demi-journée qui sera dédiée à un peu plus du speed dating. On descendra à un quart d'heure de rendez-vous et où les producteurs pourront choisir les commissionneurs qu'ils vont rencontrer. Ça, c'est un peu une innovation cette année qui est plutôt ouverte sur les Français, sur les boîtes françaises, les boîtes d'Île-de-France et d'ailleurs. Mais en tout cas, envoyez vos projets, on sera très attentifs et on essaiera d'en prendre le maximum. Donc jusqu'au 15 mars, c'est sur le site crossvideodex.com. Vous remplissez ça, il y a un formulaire qui est assez simple et à la fois assez riche. Si vous pouvez l'envoyer dès le premier coup en anglais, on vous en sera reconnaissant parce que ça servira ensuite pour la suite pour les différents commissionneurs. D'autres opportunités d'être présent et de prendre la parole au sein de l'événement, des workshops et des keynotes. Les workshops ont lieu dans l'espace workshop qui est à peu près de 80 places. Cette année, il aura l'avantage d'être bilingue, français-anglais, en traduction simultanée. Il sera, je l'espère, à nouveau capté et diffusé par Multicam, qui était notre partenaire l'année dernière, et ce qui nous avait fait très plaisir. Voilà, il y a des gens comme CNC, comme Twitter, comme Raconteur qui était venu l'année dernière. Ça, c'était super. Le labo avait présenté des projets à cette occasion. Bright Cove, qui est une grosse boîte américaine, était présente aussi. Et puis, on avait lancé une innovation qu'on va poursuivre cette année. On avait proposé à des chaînes de télé de venir présenter leur stratégie d'acquisition digitale pour l'année à venir. Donc France Télé, Arte et TV5 Monde étaient venus. Ça avait fait un gros tabac. On va essayer de continuer à le faire et en plus de le faire avec des acteurs internationaux qui vont venir présenter leur stratégie, quels sont les programmes qu'ils recherchent, quel type de programme, quels moyens ils vont mettre dessus pour que ça vous donne des pistes, que vous puissiez avoir une lisibilité qui soit meilleure du marché et qu'on puisse comprendre chaque acteur, comment il se positionne. Il y a des keynotes qui ont lieu dans la salle de conférence. Ils sont souvent liés au débat. Et puis, ils vont ouvrir les débats avec une petite intervention de 10 minutes qui est totalement libre et qui est plutôt dédiée à une présentation de boîte, à proprement parler. On a eu DigiTK, boîte française émérite, Viewster, Bright Cove et puis Canopé, l'ancien CNDP, qui nous a présenté aussi sa stratégie en termes de production transmédia. Des stands avec beaucoup de clusters qui sont là, mais avec aussi une dimension qui est extrêmement forte, avec un IT market. Donc c'est des startups que nous on sélectionne et qu'on accueille et auxquelles on va proposer de rencontrer à la fois des clients parce qu'elles vont exposer, donc des clients potentiels sur place, mais aussi de rencontrer des fonds d'investissement que nous on fait venir pour des rendez-vous de potentiel levée de fonds. Ça a bien marché puisque l'IT Market, il a 2 ans, et de la première édition, il y a une boîte qui a été rachetée par Twitter l'année d'après. C'est pas que grâce à nous, mais ça nous a fait plaisir qu'ils soient rencontrés aussi à cette occasion-là. Nos chers partenaires, merci encore au pôle, Cap Digital qui devrait continuer à nous accompagner cette année. On est dans le cadre de Futur en scène. Et puis le CNC, Pleine Commune et le marché du film de Cannes qui aussi nous fait l'amitié de poursuivre
nous font l'amitié de poursuivre ce partenariat. Voilà, vous connaissez certainement beaucoup d'entre vous Élie, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais je serai là avec grand plaisir si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles on pourra échanger. Merci beaucoup. Merci Bruno, et on est super fiers du développement des Cross Video Days. On continuera à être à tes côtés. Mais l'usine, il n'est pas là. Il n'est pas là, hein, Octave. Bon, bah alors, on passe à William avec GameFit TV. Et la suite. Ok, bonjour, donc William Schlegel de Gamific TV. J'étais présent au Cross Video Days l'année dernière sur le stand Pictanovo et l'année d'avant aussi sur notre propre stand, donc on est des fidèles de l'organisation. Donc Gamific TV, on fait quoi? On travaille sur des services et des produits qui servent pour accompagner les émissions de télé sur tout ce qu'on appelle second écran, les tablettes et les smartphones. Alors, vous avez dû remarquer, si vous regardez un petit peu la télévision, qu'on ne la regarde plus tout à fait comme on la regardait avant. C'est-à-dire qu'on est c'est devenu beaucoup moins un rendez-vous sur lequel on est concentré, et on a tendance à se disperser beaucoup sur ces fameux seconds écrans, ces tablettes et smartphones qui sont dans la main de tous les gens qui regardent la télé. Et en fait, il faut quand même appuyer, hein. Les chiffres qu'on a, c'est que 77% des téléspectateurs regardent la télé avec un smartphone ou une tablette dans les mains, et 71% jouent régulièrement sur leurs appareils mobiles. Donc nous, quand on s'est dit, pourquoi ne pas faire les deux et finalement proposer, quand on regarde la télé, puisqu'on a ce fameux smartphone dans les mains, de jouer sur l'émission qu'on est en train de regarder. Donc pour ça, on a travaillé sur deux produits. Un qui permet de récupérer tout ce qui est conversation sociale, réseaux sociaux, autour d'une émission de télé. Vous savez que Twitter, essentiellement, est très utilisé par des téléspectateurs quand ils regardent des émissions. Il n'y a plus une émission qui n'a pas son hashtag pour essayer de discuter dessus. Et le problème qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent à Twitter et puis pas grand-chose, finalement, au diffuseur qui, lui, a investi tous les moyens au travers de son community manager pour créer cette base de fans. Donc l'idée qu'on a, c'est de se dire, ramenez donc ces fans sur votre propre site, sur votre application mobile, et pour ça, on va leur proposer un outil qui va permettre d'agréger les conversations qui se passent autour de l'émission, mais également de pousser du contenu interactif et pousser du contenu exclusif qui sera donc géré par ce community manager vers les téléspectateurs qui sont sur votre application mobile ou sur votre site. Et là, vous avez moyen de le monétiser pour vous-même. Donc ça, c'est un premier produit qu'on va d'ailleurs présenter dès janvier prochain au CES à Las Vegas, puisqu'on part avec la délégation French Tech pour présenter ça. Et le deuxième produit, c'est un produit qui est beaucoup plus orienté sur le transmédia, produit qu'on a donc présenté l'année dernière au Cross Video Days, et qui permet donc d'accompagner un programme transmédia en connectant cette fameuse tablette ou ce fameux smartphone à la télévision. Et quand la télévision est connectée, on peut gérer un canal de retour sur la télé et afficher sur votre télévision personnelle des informations qui sont en rapport avec ce que vous êtes en train de faire. On est par exemple en train de travailler sur une série d'animation qui est soutenue par Pictanovo, Fonds du Nord, qui permet à des enfants de 4 à 7 ans d'intervenir sur la série d'animation au travers de l'application mobile, de se prendre en photo dans l'application mobile, de voir leur tête apparaître à la place du personnage pendant certaines séquences de l'animation, d'inviter des copains qui regardent la même série chez eux à jouer avec eux et de les voir apparaître sur leur télé, et finalement de recréer un petit écosystème autour de l'émission en utilisant cette télé qui est l'écran principal partagé et en utilisant le smartphone ou la tablette qui est l'écran personnel que chacun a dans les mains pour regrouper tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de ramener à la fois l'attention sur le premier écran, l'écran sur lequel le diffuseur et le producteur ont mis tout leur savoir-faire et toute leur énergie pour, au final, à la fois vous faire oublier la télécommande quand vous êtes en train de regarder la télé, c'est-à-dire que vous avez ce smartphone dans les mains et vous avez toujours quelque chose à faire avec le smartphone ou la tablette qui est en rapport avec l'émission que vous regardez, pour vous faire jouer, parce qu'il ne suffit pas pour que les téléspectateurs viennent sur votre site ou votre application mobile, il faut qu'ils aient un intérêt, et cet intérêt, on va le solliciter au travers du jeu. Et également pour partager, parce qu'on travaille exclusivement sur des émissions qui sont en diffusion broadcast ou diffusion linéaire. Donc on est sûr qu'on n'est jamais seul à regarder la même chose au même moment. On a toujours des amis qui regardent la même chose. Et c'est le moment où justement on peut partager avec eux.
Et donc l'idée au final, c'est vraiment ça, c'est de retrouver le plaisir de partager le spectacle qui est sur ce grand écran et et de le partager au travers de ces applications mobiles et de ces nouvelles façons de consommer la télévision. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette technologie, je reste aussi à votre disposition pour la suite. On continue et on termine d'ailleurs avec Jean Despax, Moving Motion. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense. Bonjour. Alors, Moving Motion, qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme web collaborative de gestion RH dédiée au domaine de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle. Donc le constat, il est partagé, c'est que la gestion des ressources humaines, c'est compliqué dans les domaines du spectacle, notamment avec l'embauche des salariés intermittents. C'est un peu anxiogène, parce qu'on ne sait jamais si on a bien fait les choses dans le bon ordre et de manière complète, pour l'employeur, mais aussi pour les salariés. Donc l'idée, j'appuie où? Sur là. Ah. Voilà. Alors l'idée concrètement, comment ça se passe? Donc je vais d'abord parler pour un employeur. Je suis un employeur. Je me connecte sur une plateforme donc web, c'est-à-dire que je peux y accéder depuis n'importe où, et collaborative, ça veut dire que moi je vais y avoir accès, mais aussi mes salariés. Et je vais commencer déjà par solliciter les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler à se créer un compte sur la plateforme. Donc je vais tous les inviter. Ça va me créer des fiches comme un répertoire en ligne, sauf que à la différence d'un répertoire traditionnel, chaque salarié va pouvoir activer son compte gratuitement et mettre à jour ses informations, notamment ses coordonnées, ses informations administratives, ses dates de visite médicale, etc. Du coup, au moment où je vais gérer mes projets, ça va être d'autant plus simple que les informations seront déjà là. Donc, j'aurai plus qu'à sélectionner les personnes qui vont travailler sur chaque projet, à dire quel poste, quelle date et quelle rémunération. Donc, en gros, c'est les 3 infos que je vais avoir à saisir dans l'application et je vais avoir à les saisir une seule fois. Pour la rémunération, on va afficher les minima salariaux, des conventions collectives, etc. Il y a tout un paramétrage métier dans la solution qui va aussi guider l'employeur dans les méandres des réglementations qu'il ne connaît pas forcément. Pourquoi ça avance tout seul là? Ok. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, les déclarations d'embauche, donc je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais à chaque fois il faut faire des déclarations d'embauche à l'URSSAF pour tout le monde, même quand on embauche un cadreur sur une journée, vont se faire automatiquement depuis la plateforme. Donc on est interfacé avec l'URSSAF et voilà. Les contrats d'embauche vont pouvoir s'éditer automatiquement dans la plateforme et également être signé numériquement en ligne. Donc on vient de lancer là une solution de signature électronique. Donc le contrat il est édité, on le signe électroniquement comme un virement bancaire avec un password qu'on reçoit sur son téléphone. On peut les signer tous d'un coup en tant qu'employeur. Ça part auprès de chaque salarié qui se connecte sur son compte et qui peut venir signer son contrat qui est archivé en coffre-fort électronique pendant 10 ans avec la même valeur qu'une signature manuscrite. Donc ça permet d'industrialiser ce process aussi au lieu d'imprimer, d'attendre de poursuivre les gens pour les signer, de les archiver, etc. Ou de ne pas les signer, parce qu'on a un certain nombre de clients avant ça qui, eux, ne les signaient pas et se disaient en cas de contrôle URSSAF, je ferai le tour de tous les gens avec qui j'ai bossé sur mon scout et je ferai signer mes contrats 2 ans après. Et la dernière étape de tout ça, c'est à la fin du mois, il faut payer les gens. Et donc, nous, on propose une solution d'externalisation de la paye. Donc, de la même manière, on n'a encore rien à ressaisir. L'employeur appuie sur un bouton, tout part chez nous, chez notre département comptable. On va faire l'édition des bulletins de salaire, des attestations Pôle emploi, etc. Les mettre à disposition de l'employeur dans la solution. Il va pouvoir télécharger les documents, mais il va pouvoir surtout les transmettre aux salariés directement dans leur compte. Donc il y a une dématérialisation totale des documents, c'est archivé pour les salariés aussi. Du coup, ils ne vont pas rappeler leur employeur en septembre en lui disant qu'il leur manque leur AEM de janvier puisqu'ils l'ont perdu. Ils ont tout qui est archivé en ligne et ils ont un calcul de droit par rapport au droit Pôle emploi qui est automatisé aussi, qui leur donne une vision d'où ils en sont par rapport aux heures travaillées et à leur période de renouvellement. Donc globalement aujourd'hui, on a lancé le Moving Motion alors juste pour finir sur la partie paye, on travaille aussi dans des sociétés qui internalisent la paye. Donc dans ce cas-là, nous, on ne fait pas la partie édition des bulletins, mais dans ce cas-là, toutes les informations sont transmises au département RH qui peut les prendre et les importer dans leur logiciel de paye.
Donc on a lancé la solution en juin 2013. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine de sociétés de production, 80 sociétés de production et d'animation, on va dire. Et on a une vingtaine de sociétés de type spectacle vivant, orchestre, studio photo, etc. Et on a à peu près 1500 salariés sur la plateforme, sachant qu'on n'a pas encore communiqué directement auprès des salariés. Pour l'instant, 98% des salariés qui sont sur la plateforme, ils ont été invités par leurs employeurs à se connecter. Mais dans un deuxième temps, enfin bientôt, là, à partir du début 2015, on va commencer à communiquer de manière plus directe envers les techniciens et les artistes pour aussi faire augmenter cette base d'utilisateurs, parce que Moving Motion, c'est aussi un annuaire professionnel dans lequel on peut trouver des compétences. Pour ceux qui n'ont pas vu de démo, là j'en ai pas fait parce que c'était un peu chaud en 3 minutes, mais j'ai un stand là-bas, donc si vous voulez voir la plateforme, à quoi ça ressemble concrètement, vous êtes bienvenus. Merci. Peut-être que tant que tout le monde est là, vous avez une ou deux questions pour ceux qui doivent partir et qui ne peuvent pas aller les voir après? Non, c'est bon. C'est vrai que vous avez été brillantissimes tous. On passe maintenant à la partie peut-être un peu plus prospective. Alain, si tu veux bien nous rejoindre. Alors la prospective, on l'a fait dans le pôle via un projet européen qui s'appelle Eurotransmédia, dans lequel il y a un consortium qui regroupe Média Evolution, qui est à Malmö, cité de Wallander, pour ceux qui lisent des polars, un cluster qui s'appelle Média Barcelona, donc en Catalogne, le cluster Twist en Wallonie, et un cluster estonien dont je ne prononcerai pas le nom. Je suis absolument incapable. En dissémination, on aura le Canada, dont parlait tout à l'heure Bruno, et le Brésil, d'où il revient. Décidément, on est sur tes terres. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet qui consiste à faire un agenda de recherche sur le transmédia à 2030. Alors 2030, c'est ridicule, je suis bien d'accord, mais c'est simplement une date imposée par l'Europe pour se dire, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire un état des lieux du transmédia? Ça y est, c'est fait, on l'a fait. Et est-ce que vous êtes capable de définir une vision du futur du transmédia à 2030? Donc dans chaque région européenne, on a réuni des tables rondes sur ce sujet dont tu étais pour HEC. Dont je ne sais plus qui était là dans la salle, mais bref, il y avait un aéropage d'une 40aine de gens très très impliqués dans le transmédia, comme Pierre Catan, Michel Reillac, je ne sais plus s'il y avait Alexandre Brachet, enfin bref, des gens qui pratiquent le transmédia depuis 10 ans. Et on a établi donc un vision document que vous aurez bientôt. On est en train de le terminer. Il sera publié en début d'année. Ensuite, sur cette partie-là, on essaiera ensemble, dans chaque région, d'établir un plan d'action qui nous permettra effectivement de faire le pont entre l'état actuel, et donc le SWOT, et ce vision document. L'ambition, c'est bien sûr que le transmédia se développe de manière rapide au niveau européen. Pourquoi ? Comme le disait ce matin Denis Borteau dans son discours, c'est que le transmédia, ce n'est pas un secteur. Bien sûr, comme disait Bruno tout à l'heure, on peut l'appeler cross-média, multimédia, multi-écran, peu importe. Mais ce n'est pas un secteur, mais c'est l'évolution inéluctable et naturelle de tous les médias, comme on peut le voir. Dans l'advisory board du projet européen, il y a là 2 grands industriels. Il y a Média Participation. Donc Média Participation, c'est Dargaud, Dupuis, Ellipse Anime et 64 autres boîtes, mais des gens qui viennent plutôt de la bande dessinée. Et puis il y a Ubisoft, donc qui eux viennent plutôt du jeu vidéo, et ils sont vraiment l'illustration que tous les médias sont en train de devenir transmédia. Vraiment l'illustration du juste positionnement du pôle, puisque comme vous l'avez vu cet après-midi dans toutes les présentations, on est de plus en plus sur ce positionnement. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Alain,
qui a travaillé une étude avec l'UQAM. UDECAM, pardon, l'UQAM c'est au Québec, avec l'IDECAM sur le paysage média en 2020. Je te laisse te présenter d'abord, Alain. Oui, bonjour, donc très heureux d'être parmi vous, comme je l'ai été l'année dernière. J'espère que ça sera avec autant de plaisir, enfin j'en doute pas d'ailleurs. Donc oui, je suis Alain Buisson, je suis professeur, alors on dit émérite maintenant, ce qui est la façon élégante de dire à la retraite, à HEC. Bon, ça ne m'empêche pas de continuer à enseigner et puis de faire des études et des publications. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une histoire qui a commencé en 2010, donc pour le compte de l'UDECAM. Alors l'UDECAM, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. Alors, ça regroupe, hein, si vous regardez le document qui est sur vos sièges, donc toutes les agences qui sont à droite. Donc il y a des grands noms comme Havas, Publicis, Omnicom, etc. Donc ils m'ont posé la question en 2010 de savoir quel pourrait être le paysage média en 2020. Alors, donc on a fait une analyse prospective. Je vous dirai 2-3 mots tout à l'heure de ce qui distingue la prospective de la prévision. Et à l'époque, on avait construit 2 scénarios très contrastés. Un premier scénario qu'on avait appelé les invasions barbares, en référence au titre du film de Denis Arcand de 2001 ou 2002, je crois, avec Stéphane Rousseau, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis un deuxième scénario qui s'appelait l'Empire contre-attaque. Alors le premier, c'était en gros l'effondrement du système médiatique tel qu'on le connaît aujourd'hui et la prise de pouvoir par les barbares, c'est-à-dire par les compagnies technologiques du style Apple, Google, etc. Et le deuxième scénario, l'Empire contre-attaque, c'était au contraire le système médiatique résiste et laisse les barbares aux marges de l'Empire. On a revu cette étude 2 ans plus tard, en 2012, et puis à nouveau en 2014, et avec toujours la même question. Il nous a semblé, quand on a refait cette troisième version en 2014, que finalement les barbares étaient sur le point de gagner. Alors peut-être pas tout à fait de la façon dont on l'avait envisagé il y a 4 ans, c'est-à-dire pas de façon aussi brutale, mais que l'évolution ou la prégnance de la société numérique et des acteurs technologiques sur le monde médiatique était de plus en plus importante. Et donc on a appelé cet épisode « Les invasions barbares saison 2 ». Donc je vais vous présenter là. Et on a fait également une saison 3. Alors là, on n'aura pas le temps d'en parler. Donc c'est sous forme de jeu, ça va un petit peu plus loin, à l'horizon 2030 à peu près, avec des ruptures assez fortes. Donc c'est le jeu qui est ici, donc qui commence par, je dirais, un événement un peu choc qui est 100 milliards de dollars détournés sur une plateforme d'ad exchange, et on essaye de savoir pourquoi, comment, et on essaye de voir derrière quelles sont les configurations qui peuvent être intéressantes. Alors, juste un tout petit mot sur ce que c'est que la prospective plutôt que la prévision. La prospective ne se donne pas comme objectif de prédire l'avenir. Hein, comme disait Woody Allen, la prévision c'est un art difficile, surtout quand il s'agit de prédire l'avenir. Non, on n'essaye pas de faire ça. D'abord, on est sûr qu'on va se tromper. Et l'intérêt, c'est d'essayer de dégager des tendances et surtout des facteurs de rupture potentielle, des ruptures potentielles qui vont permettre de guider la prise de décision et l'analyse stratégique. C'est ça l'objectif. Après, on construit des scénarios pour essayer d'imaginer ce que ça pourrait être. C'est souvent assez fun. On peut se permettre de déboulonner quelques idoles donc, de manière assez gratuite, donc c'est assez rigolo. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est tout le processus intellectuel de construction de ces scénarios, les hypothèses qui sont derrière. Et pour l'avoir fait à l'intérieur d'un grand groupe industriel comme France Télécom sur une assez longue période et pour d'autres types de prestataires, je peux vous assurer que dans les temps qui courent aujourd'hui, marqués beaucoup par de l'incertitude, cet exercice est loin d'être inutile. Donc voilà, donc ça c'est mon adresse internet, donc si vous voulez m'écrire, il n'y a pas de souci. Donc on a appelé cette saison 2 la dictature du numérique. Et alors le détail, vous pouvez l'avoir effectivement dans ce document-là, je vais essayer de le brosser à grands traits. Il y a 2 choses, je pense, qui nous semblent importantes d'ici 2020-2025, peu importe l'horizon. C'est 2 événements structurants ou 2 phénomènes structurants
Le premier, c'est la croissance exponentielle du trafic vidéo sur Internet. Ici, vous avez une estimation qui est qu'en 2020, l'équivalent de tous les films réalisés depuis l'invention du cinéma traversera les réseaux IP toutes les 2 minutes. Donc ça vous donne l'ampleur du phénomène. Et donc, croissance exponentielle du trafic vidéo. Et la deuxième caractéristique, c'est la croissance exponentielle aussi du trafic sur mobile. Donc vous avez ici aussi une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, de 240 exabytes en 2020 contre 18 simplement en 2013, c'est-à-dire l'équivalent de 5 milliards de vidéoclips de 4 minutes chacun. Donc on est face à une explosion du trafic et principalement dans sa composante vidéo et dans sa composante mobile. Alors, sur le contexte, on a fait l'hypothèse un petit peu optimiste que l'économie mondiale serait revenue sur le terrain de la croissance. C'est déjà le cas dans les pays anglo-saxons, même si c'est au prix d'un accroissement des inégalités. Et puis on s'est dit qu'en Europe, je dirais la Commission européenne arrêterait de considérer que le meilleur remède pour soigner des pays anémiés, c'est de leur demander de faire des saignées, donc leur laisser un petit peu plus de marge de manœuvre et recommencer à investir, ce que visiblement ils ont commencé à faire, donc avec une conjoncture un petit peu améliorée. Dans cet univers-là, le marché publicitaire, qui est très lié à la conjoncture économique, retrouve des couleurs et bascule très largement sur le digital. Les Anglais ont annoncé qu'en 2015, ça serait la première nation avant même les États-Unis, plus de 50% du marché publicitaire se fera sur le digital. On a fait l'hypothèse qu'en 2018, ça sera le cas de tous les pays développés, y compris la France, et qu'en 2020, ça sera le cas de l'ensemble du marché publicitaire mondial, donc qui basculera sur le digital avec le développement de ce qu'on appelle des ad exchange, c'est-à-dire des plateformes d'échange électronique qui fonctionnent sur le même modèle que les plateformes de high frequency trading à la bourse, c'est-à-dire des processus d'achat quasiment en temps réel. Donc ça, c'est le contexte. On pense qu'en 2020, à peu près les 2/3 de la population mondiale sera connectée et que le reste pourrait l'être soit par la multiplication des réseaux mobiles de 4e ou de 5e génération, soit par l'utilisation de drones ou de ballons comme les projets Google ou Facebook ou Amazon laissent penser aujourd'hui. Un monde qui sera globalement mobile avec de la vidéo, on a vu tout à l'heure. Et puis l'autre très caractéristique, c'est le succès généralisé des App Store. Vous savez, les boutiques d'applications qu'on a sur nos mobiles qui, à cet horizon-là, comporteront de l'ordre de plusieurs millions d'applications disponibles. La puissance des réseaux sociaux, inutile d'insister là-dessus, donc avec toujours la prégnance de Facebook. Et puis un autre phénomène qui, lui, est un petit peu plus neuf, mais dont l'importance va s'accentuer avec le temps, c'est ce qu'on appelle le phénomène du big data, c'est-à-dire la possibilité de récolter une information nombreuse, quantitative, qualitative, et de la traiter quasiment en instantané sur à peu près tous les phénomènes de la vie quotidienne. Alors, il suffit d'être connecté quelque part pour qu'on puisse tracer vos comportements. Enfin, je pense que vous connaissez ça, enfin Big Data, je pense que c'est un nom que vous connaissez. Donc on en est aujourd'hui qu'aux prémices. Je crois que dans les agences médias, ils en sont à peu près à 200 clusters de comportements de consommation. À l'horizon 2020, ils nous disent qu'ils arriveront à peu près à 5000 clusters comportementaux. En gros, comme disait un des représentants de Google, la machine ou les algorithmes sauront avant vous ce dont vous avez besoin et seront capables de vous proposer en temps réel ce dont vous avez besoin avant même que vous en ayez conscience. Et tout ceci repose sur des infrastructures de cloud computing, c'est-à-dire d'informatique dans les nuages, qui sont aujourd'hui développées essentiellement par des énormes acteurs comme Google, Amazon, Cisco et d'autres. Et puis la multiplication de ce qu'on appelle les objets connectés, donc ça commence par les montres, les lunettes, les vêtements, enfin
à peu près tous que les objets qui nous entourent ont vocation à être connectés et à fournir des informations à des plateformes centrales. Non, c'est ici. Voilà. Alors, ce qui change dans l'organisation générale de l'économie, c'est le rôle de plus en plus important que jouent aujourd'hui les plateformes technologiques. Les plateformes technologiques sont Amazon, enfin ce qu'on appelle le GAFA, Amazon, Apple, Google ou Facebook. Ce sont des plateformes qui se constituent donc, par agrégation d'utilisateurs. Et je pense que ce qui diffère de l'organisation économique à travers ces plateformes par rapport à ce que était l'organisation industrielle au XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui on passe d'une organisation qui était verticale, c'est-à-dire par grand secteur d'activité. Vous aviez le secteur de l'énergie, le secteur des transports, le secteur des télécoms, de l'audiovisuel, etc., avec chaque fois souvent des positions oligopolistiques. Le rôle principal et l'avantage particulier qu'ont ces plateformes, c'est de pouvoir, parce qu'elles traitent en fait de la donnée, qui est le carburant essentiel de l'économie du XXIe siècle, que cette donnée est indifférenciée, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, d'avoir une organisation totalement verticale et donc de pouvoir adresser tous les secteurs de l'activité économique humaine. Si vous regardez les niveaux d'investissement et la diversification d'entreprises comme Google ou Amazon, on est assez stupéfait de voir qu'ils touchent aujourd'hui à des secteurs comme le transport, la santé, les médias, etc. Donc vous avez une organisation qui est totalement plate et totalement horizontale, avec la légitimité pour ces plateformes qui recueillent de l'information, qui la traitent, qui en font je dirais un argument pour les investissements publicitaires et qui ont la possibilité encore une fois, d'intervenir sur tous les plans de l'activité humaine. Et ça, c'est vraiment très neuf dans l'organisation économique telle qu'on peut la connaître et telle qu'on a pu la connaître auparavant dans les sociétés industrielles développées, avec un pouvoir qui est aujourd'hui extrêmement centralisé autour de quelques plateformes qui sont donc ces tech compagnies. Si vous vous souvenez, Amazon avait commencé comme étant une librairie en ligne. Aujourd'hui, le secteur média, l'activité média d'Amazon, c'est moins du tiers de son chiffre d'affaires. Ils vont jusqu'à aujourd'hui vendre des produits frais. Alors ça, c'est pas encore en France, mais ils le font aux États-Unis. Et donc, ils font essentiellement aujourd'hui de la vente pour compte de tiers. Et les principaux concurrents d'Amazon, ce ne sont plus Hachette ou Barnes & Noble, mais c'est eBay, Alibaba ou Walmart, les grands. Alors, c'est d'autant plus, je dirais, prégnant que ces grandes sociétés technologiques ont des capitalisations boursières absolument monstrueuses. Alors ici, c'est des chiffres qui ont été relevés en juin 2014. Ça a peut-être un petit peu changé, mais pas tant que ça. Si vous regardez la capitalisation boursière des 5 plus grosses compagnies technologiques, donc, que sont Apple, Microsoft, Facebook, Amazon et Google, vous voyez qu'elle est à peu près entre 3,5 et 4 fois celle des grands médias traditionnels américains, et que la plus petite des tech compagnies a une capitalisation boursière plus grande que le plus gros des anciens médias. Je crois qu'Apple a été à un moment donné, je ne sais pas s'ils le sont encore, enfin c'est variable selon les fluctuations du cours de bourse, la première capitalisation boursière mondiale, tout secteur confondu. Oui, encore aujourd'hui. Donc ils ont perdu ce leadership, ils l'ont repris, etc. Donc vous avez une capitalisation boursière extrêmement importante. Pour certaines d'entre eux, ce n'est pas vrai pour toutes, mais essentiellement pour Apple et Google, des taux de profit absolument monstrueux. Et puis l'autre particularité de ces plateformes technologiques, et là aussi c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu dans le siècle précédent, c'est que leur santé économique est construite autour de l'élaboration d'écosystèmes. Apple, probablement, est la version la plus aboutie de ce processus-là. Apple, c'est essentiellement un vendeur de technologie et il fait son chiffre d'affaires et ses marges sur les appareils technologiques. Mais pour pouvoir attirer l'utilisateur, il a tout un écosystème
fondé autour d'iTunes, à la fois producteur de contenu et puis fournisseur d'applications, dans lequel il attire l'utilisateur parce que c'est riche, divers, pratique, fiable, etc. Comment dirais-je, il rend son utilisateur captif, ce qui lui permet de maîtriser l'ensemble du dispositif, depuis la vente d'appareils jusqu'à la vente de services ou de contenus qui vont derrière. Google fait à peu près la même chose, même si c'est avec un système qui est technologiquement un petit peu plus ouvert. Ceci étant, on est dans le domaine des nouvelles technologies, et donc avec des retournements de situation qui peuvent être assez fantastiques. À chaque fois que je questionne des gens de ces compagnies technologiques, on a toujours l'impression qu'ils ont en tête le syndrome BlackBerry, c'est-à-dire le fait pour une entreprise d'avoir été au sommet hyper dominant dans ce secteur et de s'écrouler en l'espace de 2 ans. Donc vous voyez ici, donc BlackBerry n'a pas vu l'arrivée des smartphones et donc s'est écroulé en l'espace de quelques mois. Et donc, rien ne dit que Google ou d'autres rateront ou ne rateront pas la prochaine révolution technologique et verront leur position très fortement entamée. Alors, pour ce qui est de l'évolution, il y a une autre caractéristique qui nous a semblé importante, c'est qu'à partir du moment où tout ce qui peut être numérisé dans notre espace quotidien l'est ou le sera. Tout objet, toute application, tout terminal a vocation à être un média. C'est-à-dire que la différence entre les médias traditionnels, radio, télévision, etc., qui étaient porteurs de messages et sur lesquels se faisaient des messages publicitaires, on accrochait des messages publicitaires et le reste du monde a vocation largement à disparaître. Aujourd'hui, un réfrigérateur va renvoyer de l'information, comme une télévision, comme des lunettes, comme votre voiture, etc. Et tous ces objets connectés ont vocation à être des médias, donc à fournir de l'information et à en recevoir, et à être des supports de messages publicitaires et de construction de processus de consommation. Et donc ça, c'est dû en particulier à l'intrusion du phénomène Big Data dans l'ensemble de l'économie. Donc le fait qu'on soit aujourd'hui tracé comme bien plus qu'on ne le pense, comme l'a révélé l'affaire Snowden en son temps, et que la réglementation, comme il est dit là, a quelques difficultés à s'adapter. L'autre caractéristique, c'est que, et ça, on observe ça dans tous les secteurs qui sont touchés par la révolution numérique, on est face à un phénomène de destruction de valeur. Ça a été le cas pour la musique, c'est le cas pour la presse aujourd'hui. Si je me souviens bien, les revenus publicitaires de la presse en 2013 ont été équivalents en monnaie courante à ce qu'ils ont été aux États-Unis en 1950, c'est-à-dire 63 ans avant. Et pendant la même période, la population américaine a plus que doublé et le PIB a été multiplié par 7. C'est-à-dire qu'en l'espace de 60 ans, les revenus publicitaires de la presse américaine ont chuté d'un facteur 14, dû à l'intrusion. Alors évidemment, vous imaginez la catastrophe que ça peut avoir sur le système médiatique. C'est vrai aussi pour la musique, c'est vrai pour l'édition de livres, c'est vrai pour l'audiovisuel. Quand vous regardez aujourd'hui à quel prix sont commercialisées des offres comme Netflix ou des systèmes de vidéos par abonnement à moins de $10 par mois, par rapport à ce que pouvait être l'abonnement à HBO ou à Canal+ en son temps, on peut se dire qu'il y a quelque part des soucis à se faire sur les modèles économiques à venir. Malgré tout, les médias tels qu'on les connaît vont garder leur spécificité, même s'ils sont, et vous êtes encore mieux placé que moi pour le dire, aptes à devenir multi-écran, ATAWAD et participatifs, et que dans cet univers-là, le contenu sera roi, bien évidemment, et c'est ça qui fait la différence. Alors sur le paysage de l'audiovisuel, ce qui va vraiment changer, c'est ce qu'on a vu apparaître avec les offres OTT et les télévisions connectées, c'est-à-dire l'ouverture sur Internet. C'est-à-dire la fin du précaré protégé des éditeurs audiovisuels traditionnels. Le fait d'avoir la capacité à s'ouvrir sur Internet rompt
ce lien privilégié et quasiment de prisonnier à geôlier entre la chaîne de télévision et son public, et change fondamentalement la donne à l'intérieur du secteur. On a fait l'hypothèse, en partant de la déclaration qu'avait faite Reed Hastings, le patron de Netflix, il y a quelques années, dans une lettre aux actionnaires, dans laquelle il avait dit « The future of television is an app ». Le futur de la télévision, ce sera une application, ce ne sera plus une chaîne de télé. Et on s'est dit que c'est une évolution assez probable. Donc, considérant que, vu la multiplication des contenus accessibles et la distorsion du lien entre le téléspectateur et la chaîne, ce qui compterait dans le paysage futur, ce serait plus les programmes plus que les chaînes. C'est-à-dire que les chaînes vont disparaître au profit des programmes qui vont être présentés. Avec derrière, alors la difficulté quand on est sur Internet, c'est d'être confronté à l'hyperchoix et d'arriver à choisir dans cette immense quantité de contenu disponible. Donc il faut malgré tout que ça soit éditorialisé, et on a imaginé qu'il pourrait y avoir 4 grands segments. Le premier segment serait celui de la télévision en live, qui lui va perdurer, c'est-à-dire les grands événements dont parlait monsieur tout à l'heure. Donc le fait que un public nombreux soit réuni devant un événement en direct, soit une émission de télé-réalité, soit un grand événement sportif comme la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques, etc. Et donc qui resterait un segment relativement particulier, et un segment dans lequel interviennent de plus en plus, ça commence déjà à être le cas, des grands acteurs internationaux qui vont négocier les droits sur un plan international. Bein Al Jazeera étant le premier archétype de ce genre de choses, profitant du fait que, passant sur Internet, la télévision perd le lien territorial qu'elle avait auparavant avec son public. Auparavant, pour émettre sur un territoire donné, il fallait fallait obtenir une licence, et puis vous avez des émetteurs qui émettaient dans le périmètre de leur puissance. Là, une fois que vous êtes sur Internet, vous pouvez émettre à partir du Groenland et toucher les gens qui sont au Japon. Il n'y a aucune espèce de difficulté. Donc, ça favorisera l'émergence de grands acteurs internationaux qui vont régler et qui vont traiter ce genre de très grands événements. Le deuxième segment sera le segment de la fiction haut de gamme. C'est-à-dire soit les grandes séries comme Game of Thrones, House of Cards, ou tout ce que vous connaissez aujourd'hui, avec derrière l'hypothèse que la distinction entre film de cinéma et fiction audiovisuelle va assez largement s'estomper. Aujourd'hui, les films de cinéma aux États-Unis ont en gros une fenêtre de 7 semaines pour s'exploiter, et au-delà de ça, c'est terminé. Et on s'aperçoit quand on regarde les process de production que, certes, une série, ça dure un petit peu plus longtemps qu'un film, mais en gros, les deux phénomènes convergent. Et quand on visite les grands studios à Hollywood, on s'aperçoit que l'essentiel de leur activité aujourd'hui, c'est sur de la fiction audiovisuelle, beaucoup plus que sur le cinéma en salle. Donc là aussi, avec des très grands acteurs internationaux, probablement aussi 1 ou 2 acteurs européens significatifs qui ont déjà commencé à investir sur ce segment-là et qui continueront à exister. Le troisième segment, ce sera la fiction low cost, ou moyenne gamme si vous voulez. En gros, l'ensemble des productions qu'on trouve aujourd'hui sur des plateformes de SVOD, de VOD par abonnement. Si vous regardez, moi j'ai fait l'expérience de prendre un abonnement test à Netflix pendant le mois où c'était gratuit. Je me suis assez vite rendu compte que la richesse du catalogue n'était pas au rendez-vous. Donc j'ai arrêté, et bon, c'est pas étonnant, hein, je veux dire, Netflix s'est construit au départ contre les studios, donc a eu du mal et a toujours du mal à avoir des films frais, et y compris des séries de bonne qualité, ce qui l'a obligé à investir lui-même dans de la production haut de gamme. Donc probablement une partie des acteurs qui fournissent des programmes haut de gamme investiront ce domaine, et éventuellement aussi un certain nombre d'acteurs locaux. Et puis le quatrième segment sera un segment qui est en train de se développer de manière extrêmement importante,
à la fois sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Je voyais une statistique qui a été publiée hier, je crois, ou ce matin, qui montrait que la durée d'écoute de l'audiovisuel sur Facebook commençait à se rapprocher de ce qui se faisait sur YouTube. Donc avec, je dirais, des lieux d'expérimentation, de nouveaux formats, de nouvelles habitudes, de nouveaux types d'économies, et qui seraient un petit peu quelque part les laboratoires des écritures de demain. Sur les modèles d'affaires, c'est largement ce qu'on connaît aujourd'hui, avec probablement pour les événements haut de gamme la généralisation du système du péage ou de la publicité pour des événements à très forte audience, et pour la SVOD, la généralisation, comme ça se voit aujourd'hui sur le marché de la musique, sur le marché de la presse ou sur le marché de l'édition bientôt, des offres d'abonnement avec consommation illimitée. Donc pas de rupture majeure dans les business models de ce point de vue-là. Et quant à l'exception culturelle, en tout cas telle qu'on la conçoit en France, on la sent un petit peu fragilisée par les évolutions en cours. Comment dire les choses simplement, un certain nombre de dispositions, en particulier les obligations qui sont faites aux producteurs de ne pas produire leur propre programme et d'aider au financement de l'industrie audiovisuelle, devront être réaménagées, alors pas forcément supprimées, mais réaménagées, et plutôt dans une logique non pas de préservation d'un tissu productif dense, divers et éclaté au niveau du territoire national, mais au moins avec l'ambition de promouvoir un certain nombre d'acteurs de taille significative au niveau international. Alors, donc, vous verrez le détail de cette étude. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et j'en conclurai par là, c'est qu'on est en train d'écrire une saison 3 qui ne sera pas tout à fait celle-là, et qui, elle, sera d'autant plus... beaucoup plus marquée par toutes les évolutions technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sera surtout marquée par l'émergence de ce qu'on appelle la société algorithmique, c'est-à-dire la prégnance des datas et des algorithmes sur la façon dont la vie est organisée et dont les modèles économiques se font. Juste pour vous rappeler que ce qui fait le point de vue et l'avantage concurrentiel principal de Netflix, c'est moins ses contenus que son moteur de recommandation. Alors, ce n'est pas encore très visible en France, mais en tout cas, c'est surtout très visible aux États-Unis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai débordé, pas débordé, s'il me reste du temps ou pas. Non, oui, c'est très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. La question, moi, ce serait en tant que jeune producteur de contenu pour différents médias. Quelle serait la prospective sur laquelle je devrais me caler est-ce que je devrais en fait penser à m'affranchir de diffuseurs classiques et commencer à proposer moi-même la diffusion des contenus qu'on produit, ou alors est-ce que effectivement on doit faire confiance aux diffuseurs classiques en leur capacité à passer le cap justement en France notamment? Ouais, c'est toujours difficile. Enfin, je continue à travailler sur des productions transmédia, et donc c'est vrai qu'on a du mal à monter ça sans l'appui d'un diffuseur traditionnel aujourd'hui. C'est toujours le problème de ces périodes transitoires dans lesquelles on sent qu'il y a un monde qui est en train de, peut-être pas de disparaître, mais en tout cas de se fragiliser, et que le nouveau monde n'est pas encore totalement en place. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes jeune producteur et si vous avez besoin de réaliser un chiffre d'affaires en 2015, vous ne pouvez pas vous affranchir des producteurs tels qu'ils existent. Peut-être, alors je n'ai pas de publicité à faire pour les uns ou pour les autres, mais parmi les diffuseurs, il y en a certains qui ont, je dirais, des postures créatives et des postures multimédia et transmédia un petit peu plus affirmées que d'autres, et c'est plutôt vers eux que je me tournerai. Mais bon... je ne sais pas quelle est la surface de votre entreprise. Je pense que vous avez aussi tout intérêt, peut-être pas à investir tout de suite, mais en tout cas à garder ça dans un coin de votre tête, d'essayer de voir comment vous pourriez, éventuellement en vous mutualisant avec d'autres producteurs, arriver à mettre en place une plateforme de diffusion directe
avec la possibilité de vous éditer vous-même, ne pas oublier cette fonction d'édition, de façon à préparer le coup d'après, hein, de ne pas être pris de court quand les diffuseurs actuels seront étranglés financièrement parce qu'il n'y aura plus de publicité, que l'audience aura disparu. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder l'évolution des chiffres d'audience en France. Hein, je veux dire, aux États-Unis, hein, la télévision perd régulièrement des auditeurs. Je crois que l'audience moyenne des télévisions généralistes du service public en France est supérieure à 60 ans, 65 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc, et en plus, cette audience vieillit d'1 an tous les ans. Si vous avez des enfants, moi j'ai mes enfants sont j'ai des petits enfants donc qui ont une dizaine d'années. Je regarde comment ils fonctionnent. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec même ce que mes enfants faisaient. Donc j'imagine mal que ces jeunes, même quand ils seront un petit peu plus âgés ou quand ils seront à l'âge adulte, auront des comportements d'écoute et de pratique télévisuelle tels que ceux qui étaient les miens, ou voire même ceux de mes enfants. Donc il y aura un effet de génération assez radical qui commence à produire ses effets et qui sera assez radical dans un horizon de temps relativement rapide. Mais ça suppose, si vous êtes sur, je dirais, si vous voulez vous affranchir des éditeurs traditionnels, d'avoir une économie des modèles d'affaires qui soient un peu repensés, c'est-à-dire fonctionner avec une production qui coûtera moins cher ou qui coûte moins cher que celle qui est la qualité broadcast que demandent les éditeurs traditionnels. Oui. Excusez-moi, monsieur, c'était juste un commentaire, avant que vous posiez une autre question, c'est juste un commentaire sur ce que vous disiez. C'est marrant, vous ne parlez pas trop de YouTube, qui est quand même aujourd'hui une autoroute obligatoire, puisque même les chaînes, perdues face à leur audience qui s'en va partout, vont se mettre sur YouTube avec des contenus qu'ils ont achetés pour de la télé. Oui, bien sûr. YouTube fait énormément d'audience. Si vous regardez... il suffit d'aller regarder les chiffres de médiamétrie sur la consommation audiovisuelle. Si vous positionnez en termes de temps passé global, et pas en nombre de contacts, hein, c'est là où est la différence. YouTube est encore un petit morceau dans un univers audiovisuel qui est encore très traditionnel. Donc je veux dire, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais ils y restent pas très longtemps, généralement pour des durées relativement courtes. C'est un point de passage obligé, je dirais, pour garder le contact avec le jeune public, pour expérimenter de nouvelles formes, etc. Ça commence à être une entreprise qui draine du chiffre d'affaires. Je crois que c'était aussi ce matin, que YouTube devrait générer à peu près 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015. C'est-à-dire à peu près autant ou pas loin que ce que génère un grand network américain aujourd'hui. Mais avec, je dirais, des pratiques de consommation et de visionnage qui sont quand même relativement différents. Quand vous dites générer, c'est pour les éditeurs ou pour... Non, pour eux, en publicité. Mais on n'en sait rien pour eux, c'est ça le problème. On n'a aucune information. Ouais, alors c'est le problème avec ces entreprises-là, c'est généralement des analystes qui proposent des estimations plus ou moins fiables. C'est vrai pour Amazon, pour Apple ou pour tout ce que vous voudrez. Ça, c'est clair. Oui. J'avais une interrogation sur l'évocation du succès des App Store. Je sais bien que l'histoire ne permet pas toujours de prévenir l'avenir, mais au début de l'Internet, chacun a voulu mettre une barrière technologique. On était à peu près dans la situation d'aujourd'hui, puisque on a perdu ça de vue, mais AOL était propriétaire, CompuServe était propriétaire, MSN était propriétaire, et il fallait chaque fois télécharger un navigateur pour accéder au contenu qui était dans la norme de chacun des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis ils ont laissé une toute petite porte qui s'est ouverte sur un truc qui s'appelait le HTML, et qui a embarqué tout le monde, et qui fait qu'à un moment, le HTML est devenu la norme. Pourquoi ? Parce que tous les éditeurs y ont trouvé l'intérêt de pouvoir faire que leur contenu soit immédiatement accessible sur tous les fournisseurs d'accès sans avoir à créer une application dédiée à chacune des technologies. Moi, j'ai un petit peu le sentiment qu'on vit cette période de transition aujourd'hui où chacune des plateformes a créé son standard technologique et donc son péage technologique comme il l'avait fait à l'époque. On voit sur les télés que c'est en train de se refaire puisque chacun des fabricants de télé est en train de créer son propre standard. Donc vous avez la boutique de Sony, la boutique de Samsung, la boutique de LG. Et que tout ça... Et peut-être que quelque chose de transition, en tout cas, même si le secteur des contenus est aujourd'hui 5 fois plus faible que celui des technologies, ils ont aujourd'hui le pouvoir de faire que l'intérêt des technologies vient du contenu. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, on ne risque pas de voir un basculement
de la demande du public. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, dans les années 90, c'est le public qui a fait que l'HTML a existé. Tous les opérateurs ont tout fait pour garder ces verrous, et le dernier a été AOL qui a gardé très très longtemps son navigateur. Oui, enfin, c'est une caractéristique des industries de la communication depuis plus d'un siècle, effectivement, que, en général, quand il y a des systèmes propriétaires qui s'installent à l'émergence d'un marché, généralement, il y en a un qui l'emporte sur les autres, parce qu'il est moins cher, plus ergonomique, plus facile, ou simplement à cause de stratégies relativement plus ambitieuses et plus réussies, plus intelligentes menées par un des acteurs du système, et on arrive souvent à une uniformité et à un standard unique. Donc je pense qu'effectivement, dans le domaine de la télévision, les standards propriétaires auront probablement une courte vie, comme ça l'a été sur la plupart des technologies antérieures et sur Internet en particulier. Il y a quand même des exceptions, et l'exception la plus notable est Apple, qui a fait son succès en contre-pied des deux règles fondamentales qu'on donnait tous les analystes aux gens qui intervenaient dans le secteur de l'informatique il y a 15 ans ou 20 ans, disant ne soyez pas intégrés, c'est-à-dire ne faites pas à la fois du hard et du soft. Et deuxièmement, ayez des systèmes ouverts. Apple fait à la fois du hard et du soft et un système propriétaire. Quand vous regardez aujourd'hui sa réussite. Donc, bon. Oui, mais ils ont quand même été bloqués sur la télévision. C'est-à-dire que les gens de la musique ne l'ont pas vu venir, et ça a créé la puissance de YouTube. Lorsqu'ils ont voulu répliquer cela sur l'audiovisuel, ils se sont fait barrer la route par les grands networks qui les ont empêchés de sortir l'Apple TV et de refaire la même chose. Enfin, l'Apple TV est commercialisé. Je crois même qu'ils ont je sais plus combien, plusieurs millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Donc ça fait partie d'un des boîtiers avec le Chromecast de Google ou la boîtier Roku qui permettent d'accéder à des services OTT. C'est pas trop le problème. Le problème de ces boîtiers d'interface entre la télé et le monde de l'Internet, c'est un problème d'ergonomie. Moi, quand j'ai voulu prendre mon abonnement à Netflix, à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas, maintenant ça doit être le cas pour certains, enfin, c'était pas accessible sur les bouquets des FAI, donc je me suis acheté une clé Chromecast. Bon, j'ai mis ma clé Chromecast dans mon téléviseur, j'ai mis 1 heure à me connecter. Et pourtant, je baigne dans les technologies Internet depuis, je sais pas, j'ai découvert le mot Internet chez France Télécom en 1992. Donc vous voyez, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient, en France en tout cas, qui étaient en contact avec cet univers-là. J'ai mis 1 heure à faire ça. Et ensuite, pour me balader donc je trouvais que c'est tout sauf pratique, tout sauf simple. L'avantage d'une télécommande, c'est que même s'il y a plein de boutons, en gros, on se sert de plus ou moins pour le volume et pour la chaîne, et puis le reste, basta. Hein, je veux dire, c'est le pouce qui travaille, rien d'autre. Et donc, on a une ergonomie qui, je pense, doit être à trouver pour que les systèmes de connexion entre la télévision et le monde de l'Internet fonctionnent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et de très loin. Alors, aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent. D'abord parce qu'ils se connectent beaucoup à travers les consoles de jeux. Beaucoup plus qu'avec les autres boîtiers, et deuxièmement parce qu'ils ont un système d'interface entre la télévision et le net qui est beaucoup plus pauvre, et ils n'ont pas, ce qui est d'une vraie particularité française, le développement d'opérateurs d'IPTV, qui est une vraie caractéristique du marché français et qui est probablement une barrière à l'entrée relativement importante pour ce type d'offre. Oui. J'ai une toute petite question. Ça fait des années que je dis que la télé va se casser la gueule. Puis je regarde toujours les chiffres de Zénith Optimédia chaque année. J'attends que ça tombe. Et l'investissement publicitaire sur la télé à l'échelle mondiale ne cesse pas d'augmenter depuis chaque année. Alors je sais qu'il y a les marchés émergents qui doivent participer. Mais quand même, vous avez une petite idée de quand ça va s'arrêter? Oui, enfin... On peut faire le même constat avec le marché de la presse. Quand on regarde le marché de la presse, alors c'est beaucoup plus aigu pour la presse que pour la télévision. Quand on regarde le marché de la presse aux États-Unis ou en Europe, on dit que c'est une cata absolue. Vous regardez les chiffres globaux, mondiaux, publiés par l'Association mondiale des journaux, ils vous disent que la diffusion de la presse dans le monde augmente tous les ans. Bon, donc il y a effectivement des différences extrêmement fortes entre les pays émergents et puis les pays développés. Ce qu'on observe dans les pays développés, j'ai 2 éléments de réponse à votre question. C'est que la télévision classique, broadcast, linéaire, a une consommation qui diminue
régulièrement depuis 10-15 ans à peu près. Ça a commencé aux États-Unis avant même l'arrivée de l'Internet, avec la multiplication du câble, du satellite et des télévisions de complément, et ça s'est accentué avec les offres OTT, et on observe le même phénomène dans tous les pays développés. Et en France, si je regarde les chiffres publiés par l'IREP, les investissements publicitaires sur la télévision ont très peu progressé au cours de ces 4 dernières années, voire sont stables, voire légèrement en déclin, si je me souviens bien. J'ai plus les chiffres en tête, parce que ça n'a pas beaucoup. Alors évidemment, ça augmente beaucoup ailleurs, en particulier dans la plupart des pays émergents. Ça, c'est la première question. Donc il y a un déclin lent, et je pense que les éditeurs de télévision, du fait en particulier, en tout cas dans les pays développés, que leur structure de public est âgée et que la durée de vie dans les pays développés est particulièrement longue, donc ils ont du temps devant eux pour s'adapter. Mais bon, quand on regarde effectivement la consommation des jeunes générations, on est face à un paysage qui est quand même très très différent. Hein. Donc, alors ça peut basculer relativement vite. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas avoir dit que la télévision allait mourir. Et je pense pas. Hein. Mais par contre, la forme sur laquelle elle est diffusée aujourd'hui va changer de manière assez radicale. Mais je pense qu'on n'aura jamais, enfin, on n'a jamais autant diffusé d'images qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant besoin de contenu produit et créé qu'aujourd'hui, et je ne pense pas que cette source-là va se tarir. Par contre, l'organisation générale du secteur, avec des diffuseurs classiques, encore une fois, il suffit de prendre l'analogie avec ce qui s'est passé dans le domaine de la musique, de la presse ou maintenant ce qui se passe dans le domaine de l'édition pour voir qu'il y a eu des transformations assez radicales. Et je ne vois pas de raison particulière pour que ça se passe différemment, peut-être sur un rythme plus lent, peut-être avec une capacité de résistance plus forte des acteurs installés, parce que c'est quand même des gens qui ont du savoir-faire, des moyens financiers relativement importants, mais ça va se passer quand même. Mais la télé ne va pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Bonjour, j'ai une petite question. Je trouve que vous avez oublié d'aborder le côté personnel, c'est-à-dire créer sa télé personnelle, avec aussi ses archives personnelles, ses archives de famille, où justement ça ne fait pas référence à des algorithmes ou à des choses comme ça. Et là où il y a une vraie éditorialisation, une façon d'éditorialiser ou de garder en favori ces contenus. Et ça, c'est une dimension aussi qui va évoluer de plus en plus, de garder en archive notre mémoire audiovisuelle propre, et aussi d'aller piocher la mémoire audiovisuelle favorite. Voilà, qu'on peut aller prendre n'importe où, et du coup qu'on va pouvoir garder dans notre petit environnement de télé interactive personnelle et qu'on pourra partager avec nos amis. Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr que les algorithmes n'aient rien à voir là-dedans, en tout cas à terme. Je ne suis pas sûr. Ou alors, alors dans ce cas-là, vous voulez dire que par exemple, quelqu'un qui prendra une vidéo de mes enfants, on pourra m'avertir via un algorithme de reconnaissance faciale que mon enfant a été filmé dans son école à sa kermesse par le papa d'un autre élève. Oui, c'est... Mais les algorithmes, justement, moi je crois vachement en l'éditorialisation, le fait de pouvoir éditorialiser les contenus. Certes, on a des algorithmes qui peuvent rechercher des contenus pertinents et puis nous proposer, nous suggérer de regarder des contenus toujours plus passionnants les uns que les autres. Mais par exemple, moi je travaille dans les web TV. On a créé un outil de recherche transversale qui permet d'agréger des contenus issus de YouTube, Dailymotion, Vimeo. Par exemple, pour une ville qui va rentrer sur sa thématique, du coup sur son territoire, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir programmer un algorithme. Enfin, si, il y a toujours un algorithme de recherche, donc il va lui faire elle va avoir des propositions, mais là, elle ne va jamais laisser un algorithme éditorialiser des contenus sans les avoir validés. Par exemple, sur la une de la web TV de la ville, par exemple. Ouais, donc il y a un côté humain qui revient, je pense, et qui va revenir au galop aussi.
Bon, alors c'est pas le point de vue que je partage, mais si vous discutez avec les gens qui sont les promoteurs de la société, de ce qu'on appelle la société algorithmique, ils considèrent que l'humain est faillible et que c'est de ça dont il faut se débarrasser. Donc, oui, d'accord, mais l'algorithme n'est pas sensible. Oui, bien sûr. Non, mais je partage ce point de vue. Et donc, enfin, ça va même assez loin jusqu'à de l'organisation complète de la société, y compris dans les systèmes de surveillance soi-même de son propre corps, y compris dans l'organisation de la justice, etc. Enfin, si vous êtes intéressé par ça, je vous conseille d'aller regarder ce que dit une chercheuse qui doit être belge, si je me souviens bien, qui s'appelle Annette Rouvroy, qui a publié dans la revue Réseau un article tout à fait passionnant sur la société algorithmique et la recommandation algorithmique, et vous verrez que ça a des implications relativement importantes. Donc, alors, est-ce que... je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Je pense que le principal problème face à cette surabondance de contenus, y compris des contenus qu'on a produits soi-même ou des contenus qu'on a sélectionnés soi-même, c'est le problème de l'éditorialisation, vous l'avez dit, un problème de faire face à l'hyperchoix. Et ça, on rentre dans un univers où ça va être au-delà des capacités humaines. Et donc, la raison pour laquelle je pense assez raisonnablement que soit ça sera fait par des éditeurs spécialisés, mais qui auront des capacités algorithmiques relativement importantes, soit on vous fournira les outils pour le faire vous-même. Quitte effectivement à ce que vous mettiez quelques bémols avec votre sensibilité personnelle. Mais c'est un peu pessimiste comme vision, ça je le conçois, et j'y adhère pas vraiment intellectuellement. Est-ce que, du coup, ce qui est mis en valeur aussi, ce qui compte, c'est les contenus. Et ce que contiennent les contenus. Et par exemple, quand on parle de montage audiovisuel, jamais un algorithme va pouvoir faire le montage d'un film, d'une fiction ou de quoi que ce soit. Donc à partir de là, bah non, on peut pas. Enfin, je pense que c'est pas. Ça peut se faire. Après, ça peut se faire pour faire des raccords mouvements, des choses comme ça. Que le résultat soit, pour l'instant, décevant, c'est une chose, mais ça peut se faire. Non, je crois pas. Non. Ou ça se fera. Enfin bon. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je viens de dire, donc vous pouvez lire ce document-là. Donc, vous avez à la fin du document donc un petit jeu pour lequel on s'est bien amusé à le faire. Donc, et là, pour le coup, on s'est vraiment lâché dans des situations un peu extrêmes. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'UDECAM où vous avez la présentation de cette étude qui a été filmée dans son intégralité, donc avec 2 des scénarios 2030 là, de la saison 3 qui ont été scénarisés avec des petits films assez rigolos. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous, parce que je suis en train de terminer avec Christelle Bazin, qui m'a aidé à faire cette étude, de publier l'intégrale de la série Les Invasions barbares, donc en rajoutant pas mal de choses par rapport aux études qui ont été faites précédemment, en particulier sur cette dimension-là, sur cette dimension société virtuelle, société algorithmique, société de confiance, avec peut-être des éléments qui vous permettront de répondre à vos questions. Voilà, merci. Merci beaucoup Alain, mais on va te retrouver bientôt puisque tu fais partie des gens qui vont travailler sur notre plateforme PWSA. Voilà. Et donc vous entendrez parler de ce projet très très bientôt l'année prochaine, puisqu'on vous sollicitera entre autres pour que vous participiez le plus vite possible à ce projet auquel vous verrez, il y a un véritable intérêt à vous plugger et une véritable opportunité de marché et d'adoption de process de production innovants qui vous seront mis à disposition. Et donc, c'est en particulier Alain Busson et Olivier Landau qui en étudieront, je pense, les modèles économiques qui sont complexes. Un peu difficile pour l'instant.
Voilà. Donc, pour la partie, je dirais, plénière, c'est terminé. Donc, on vous invite maintenant à poursuivre vos échanges de services. On vous invite à échanger avec Alain s'il est encore là un petit peu. Vous avez toujours l'espace démonstration et les fabuleux Move in Motion, Multicam System, etc. Profitez-en. Je crois qu'on ferme à 18h, hein, Stéphane. Voilà. Donc, allez-y, continuez à échanger. Et puis, j'espère que ça sera fructueux. Vous nous direz ça sur le site. Hein, voilà. N'oubliez pas Pôle TV. Hein, c'est pour vous. Sollicitez les gens du pôle, en particulier Mathieu et David, et appropriez-vous cette télévision qui a été développée donc avec l'aide de Guillaume de Scorbiac de Comidweb, avec le développement de sa médiative. Voilà, il est aussi là à votre service. Et bien alors, joyeuses fêtes.